Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce vendredi à la une de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, qui est en visite de travail en Australie, a rencontré Matt Swillowaite, ministre adjoint des Affaires étrangères et du Commerce. Les anciens soldats ayant servi dans la mission de maintien de la paix des Nations Unies durant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 se sont entretenus ce vendredi avec environ 250 jeunes. Michel Iladukunda, je vous reviens dans un instant pour les détails de la grande édition. Bienvenue. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, qui est en visite de travail en Australie, a rencontré Matt Swillowaite, ministre adjoint des Affaires étrangères et du commerce australien. Les discussions ont porté sur des sujets d'intérêt commun, notamment le commerce et les investissements entre le Rwanda et l'Australie. Le ministre Nduhungirehe tiendra des réunions bilatérales et participera à une retraite des dirigeants australiens organisée sous le thème investissement stratégique intégré. C'est un événement de haut niveau réunissant des dirigeants du gouvernement, du monde des affaires et de la société civile. Les anciens soldats ayant servi dans la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Rwanda, MINUAR, durant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, se sont entretenus ce vendredi avec environ 250 jeunes venus de différents districts du pays au site mémorial de Gisozi. Les détails avec Jean-Damascène Manchim. Cette rencontre visait à transmettre aux jeunes des leçons de bravoure et d'humanité afin qu'ils deviennent des piliers d'un avenir fondé sur l'histoire et les valeurs fondamentales. Ces anciens soldats ont livré des témoignages montrant qu'alors que certains pays comme la Belgique avaient décidé de retirer leurs troupes laissant les Tutsis sans défense face au massacre, d'autres militaires avaient fait le choix de rester au Rwanda. Le général-major Clayton Yeshe du Ghana a déclaré, je cite, « Nous n'avons pas choisi de rester parce que nous étions bien armés ou que nous avions une mission claire. En réalité, nous n'avions rien de tout cela. Nous sommes restés parce qu'il y avait en nous quelque chose de plus fort que les ordres ou les lois, une conscience humaine qui nous disait que quitter le Rwanda aurait été trahir notre humanité partagée. » Et à lui de continuer, nous avons été témoins pendant que les machettes tuaient des innocents. Nous avons vu des églises et lieux sacrés se transformer en chambres de mort. L'odeur de la mort nous suivait partout. Les pas des victimes, mais souvent des enfants, résonnent encore dans mon esprit. Mais au milieu de ces horreurs, nous avons aussi vu des actes de bravoure extraordinaires de la part des gens ordinaires, des Rwandais qui ont caché et protégé leurs semblables. Fin de citation. Alice Senderitou, directrice du centre dédié à la construction de la paix et de l'humanité, a déclaré que son organisation continuera de contribuer à l'éducation des jeunes aux valeurs humaines et à la préservation de la paix dans le monde, notamment en Afrique. Il a souligné que sans le courage des soldats qui ont sauvé des vies, les missions de paix n'auraient aucun sens. Il a déclaré, je cite, « Vous nous montrez qu'au-delà des ordres, ce sont les valeurs humaines qui doivent prévaloir. Votre bravoure est un exemple pour les générations futures. » Le porte-parole des forces rwandaises de défense, le général de brigade Ronald Rwivanga, a salué le courage des contingents sénégalais et ghanéens qui ont refusé de réduire leurs effectifs militaires malgré la demande de l'ONU. Il a déclaré, je cite, « Aujourd'hui, nous honorons ces officiers supérieurs, ces généraux qui ont fait le choix de rester au Rwanda pour sauver des vies de Tutsis alors qu'ils étaient massacrés. » Fin de citation. Certains soldats ayant servi au sein de la MINUAR, la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda pendant la période du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, sont en visite au Rwanda alors que certains pays comme la Belgique avaient choisi de rapatrier leur contingent, laissant les Tutsis sans protection et à la merci des tueurs. Ces militaires avaient, eux, décidé de rester, ce qui permit à quelques personnes d'échapper à la mort. Leur visite a débuté au mémorial du génocide de Kigali, situé à Gisozi, où ils ont reçu des explications sur l'histoire du génocide et sur les progrès réalisés par le Rwanda dans sa reconstruction. Bon, je suis venu au Rwanda. Général de brigade Eladji Babacar Faye, qui fait partie des anciens soldats ayant servi au sein de la MINUAR, explique ce que représente cette visite pour lui.
des deux organisations qui encadrent le génocide, le mémorial du génocide de Kigali. Je suis le général Babacar Faye du Sénégal. J'étais au Rwanda en tant que capitaine. Et donc aujourd'hui, visiter le mémorial, ça nous ramène à beaucoup de souvenirs. Parce que des photos que j'ai vues aujourd'hui, il y a des photos que j'ai vécues avec les gens qui ont pris ces photos. Et donc en visitant le mémorial, on se replonge dans ce qui s'est passé en 1994. Avoir été un témoin du génocide n'est vraiment pas un privilège. Parce qu'on a vécu des choses très horribles qu'on aurait souhaité effacer de la mémoire tout de suite. Mais cela nous rattrape aujourd'hui en visitant le mémorial. C'est l'occasion de rendre hommage à toutes les victimes du génocide, d'encourager les survivants à surmonter l'épreuve, parce que chaque fois qu'on parlera, on ne peut pas oublier qu'on a perdu un parent, un frère, une maman, qui a été massacré. On ne peut pas l'oublier, on peut pardonner. Mais tu ne peux pas oublier que ta maman est décédée parce qu'on l'a tuée. Donc voilà pourquoi c'est très difficile. Et ce sont ces genres de souvenirs qui remontent. Et c'est pourquoi nous encourageons la jeunesse à dépasser, vraiment pardonner, et puis s'organiser pour que plus jamais ça. Ça ne doit pas être un slogan creux, ça doit être un slogan qui est vécu par tout le monde. Parce que ce qui s'est passé, c'est le fait des hommes et qui ont pensé et qui ont exécuté ces génocides. Alors que certains pays avaient choisi de rapatrier leur contingent, ces militaires, eux, ont décidé de rester pour essayer de sauver des vies. Et c'est l'occasion de partager ces moments de douleur, comme nous l'avions fait en 1994, et on a perdu notre grand camarade de capitaine Baïdiagne dans le contingent sénégalais. Et donc cet exemple d'abnégation, d'engagement vis-à-vis de frères africains puisse être perpétué un peu partout. Et c'est comme ça qu'en élargissant ces cercles, qu'on peut revenir effectivement à une unité, pas seulement du Rwanda, mais une unité de toute l'Afrique et de toute la jeunesse africaine. Voilà en fait mon souhait. Leur visite a débuté au mémorial du génocide de Kigali, situé à Gisozi, où ils ont reçu des explications sur l'histoire du génocide et sur les progrès réalisés par le Rwanda dans sa reconstruction. Il est prévu qu'ils visitent aussi d'autres sites marqués par l'histoire du génocide, notamment des lieux où certains d'entre eux avaient protégé des civils, le Tête des Mille Collines, le Tadamahoro et Tokichukiro, Byumba et Mulindi. Les analystes qui suivent de près le développement du Rwanda 31 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis estiment la résilience qui a conduit au succès actuel du Rwanda, qui est un exemple qui pourrait conduire d'autres pays africains en particulier vers un développement durable. Jean Damascène, Manichi. Bangui, la capitale de la République centrafricaine. La circulation est intense. La population vaque normalement ses occupations, le jour comme la nuit. La cité respire la paix, après plusieurs années sombres de la guerre qui a ensanglanté ce pays. Si la population centrafricaine retient son souffle à présent, c'est que les autorités locales ont jugé bon de relever la nation avec le concours des pays amis, dont le Rwanda. Le maire de la ville de Bangui indique que son pays est résolu à poursuivre son développement en s'inspirant de certains exemples frappants, comme celui du Rwanda. C'est difficile à faire, en fait. C'est très difficile à faire. On a toujours besoin de s'inspirer des autres, vous voyez. Et rien n'est nouveau sous le chaud soleil. Tout est ancien. Hein. Et en plus de ça, souvent, la vie, c'est la photocopie des autres que vous voulez intégrer. C'est la copie des autres que vous reprenez pour améliorer. Et c'est pour cela que nous voulons rêver. Nous rêvons en Centrafrique, vous voyez. Nous sommes parmi la lanterne rouge, le pays le moins avancé, peut-être le dernier. Mais le président de la République a la ferme volonté de faire de ce pays-là un des premiers, un des modèles. Tout en, vous voyez comment le faire, parce que souvent quand on en parle, les gens pensent qu'on rêve. On ne rêve pas. Nous voulons imiter le Rwanda, par exemple, dans un domaine précis.
nous pensons aussi qu'en Centrafrique, nous pouvons faire ce grand pas. Le Rwanda, une inspiration possible pour plusieurs pays africains. C'est aussi le point de vue partagé par l'écrivain français Daniel Escornet, qui apprécie entre autres comment le Rwanda a pu se remettre du passé sombre du génocide commis contre les Tutsis. Je pense que c'est pas un modèle, le Rwanda, puisque c'est une situation très singulière, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Et je pense que beaucoup de regards africains sont pointer sur le Rwanda de façon positive. C'est ça qu'oublie aussi la communauté occidentale. C'est que les Africains voient le Rwanda comme quelque chose de très positif. Et c'est peut-être cela qui perturbe beaucoup les acteurs. C'est que le Rwanda, encore une fois, ce n'est pas un modèle, mais c'est un exemple. Il n'y a pas de pays qui soit aussi paisible que le Rwanda. Donc tout cela fait réfléchir la communauté africaine et je pense qu'elle doit faire réfléchir la communauté internationale. Avec le développement de l'enseignement universitaire et surtout la formation des médecins, le Rwanda a ouvert ses portes aux étudiants africains avec la création du centre ICAD Africa. Si le Rwanda a réussi à se remettre des conséquences du génocide commis contre les Tutsis, qu'il a lui seul arrêté dans l'abandon total de la communauté internationale, il doit se battre aujourd'hui contre certaines voix négationnistes appuyées par des personnes dérangées par le développement du Rwanda, estime l'écrivain Daniel Escornet. Il ne suffit pas seulement, me semble-t-il, de lutter contre le négationnisme. Il faut aussi maintenant faire des propositions neuves pour que le droit international bouge réellement. On ne peut pas se satisfaire qu'après un désastre aussi fort de la Convention de 1948, par exemple, il n'y ait pas de modification de cette Convention. On peut maintenant prévenir tous les processus génocidaires. Or, les processus génocidaires sont devant nous, on le voit bien. La société internationale est au bord du collapsus là, sur beaucoup de domaines. Donc, je pense qu'il faut, au contraire, que le Rwanda continue à montrer que ce génocide, la façon de surmonter ce génocide, c'est-à-dire toute la phase post-génocide, dont tout le monde dit que c'est un miracle, mais ce n'est pas un miracle, c'est le fait d'hommes et de femmes. C'est le fait d'une politique. C'est trop facile de dire c'est un miracle et de l'autre côté, il y aurait une main de fer qui ferait que ça ne tient pas la route. C'est évidemment une société avec sa culture entière qui parle à l'universel et qui parle à la communauté internationale. Et donc il ne suffit pas seulement de lutter contre le négationnisme, il suffit maintenant de comprendre vraiment, de comprendre pourquoi le Rwanda justement a surmonté cette phase tragique absolue et qu'est-ce qu'il peut apporter à la société, à la communauté internationale. Je crois qu'il faut passer une phase offensive dans ce domaine-là. À part le développement des infrastructures sans précédent, le pays vise un développement humain sur base d'une politique inclusive qui prône l'unité et la réconciliation de tous ses fils et filles. Les analystes qui suivent de près la géopolitique actuelle estiment que les pays africains doivent collaborer davantage entre eux et mettre en avant l'intérêt du continent africain pour faire face au multilatéralisme qui parfois les défavorise. C'est en tout cas le point de vue de Damien Mouzoun, analyste de la géopolitique mondiale et promoteur du laboratoire d'idées Aina Think Tank au Rwanda. Il est d'avis que les Africains doivent privilégier leur propre modèle de gouvernance au lieu d'imiter les modèles occidentaux. Et nous avons une population qui n'est pas forcément assez éduquée, et je peux dire peut-être assez lettrée, et qui peut être facilement manipulée. Et quand vous avez parfois des leaders forts, comme on en a connu les Kwame Nkrumah et tous ces gens, même les Jerry Rawlings récemment au Ghana et dans tous ces pays-là, ils étaient dans une posture de parti unique.
Quand vous voyez les gens comme Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, la plupart, bon, ceux qui ont pu évoluer ont évolué, mais ce que nous avons constaté, c'est que parfois, pour amorcer un niveau de développement, il faut une certaine ingrédients à la base. Malheureusement, le suivi parfois nous rattrape. Parce que si nous étions des pays comme les pays de l'Asie aujourd'hui qui se développent, personne ne leur fait même cette leçon de démocratie qu'on nous fait ici. Et parfois, ils ont des systèmes même qui sont peut-être extrêmes et même peut-être pro-religieuses et tout ce que nous connaissons. Mais est-ce qu'on leur fait ces leçons? Donc, dès que vous avez les moyens, vous êtes à table. Et le drame de l'Afrique aujourd'hui, c'est que nous avons des leaders qui parfois ont des visions, ils veulent vraiment transformer les choses, mais le fait qu'on est encore financièrement dépendant du système économique mondial fait qu'ils ne peuvent pas forcément faire certaines choses à leur gré comme ils l'auraient souhaité. Donc ça cause un problème où les autres essaient de nous décrire en fonction de leur perception des choses ou de leur réalité. Donc je pense que si l'Afrique peut atteindre son autosuffisance et voir comment on peut équilibrer avec cette population qui parfois n'est pas aussi éduquée et qui peut-être, ça peut aller dans tous les sens si les choses ne sont pas peut-être forcément cadrées. Et dans ces cadrages, pour certains, ils voient la dictature dedans, ils voient ça comme une autocratie. Et donc, je crois que nous devons être patients avec nous-mêmes et aussi avec l'Occident parce qu'on n'est pas au même rythme. Mais aussi, nous avons nos propres challenges, nous avons aussi nos propres critiques internes. Il ne faudrait pas qu'on les permette d'avoir raison sur nous. Parce que si eux, ils décrivent leur formule de la chose et que nous, on ne prend pas nos précautions, malgré nos imperfections, qui sont quand même relativement universelles. Parce que même si c'est spécifiquement nous, on a nos problèmes, eux aussi, ils ont aussi leurs problèmes. Donc, comment on peut voir un milieu de cela pour que tout le monde aujourd'hui sache qu'est-ce qui peut tirer de l'Afrique, qu'est-ce qui est utile. Sinon, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les partis uniques ont existé et dans ce continent et même je me dis, si on avait les laboratoires d'idées, c'est pourquoi ça me passionne qu'il faut restaurer les laboratoires d'idées en Afrique. Si c'était en Occident ou dans ces pays-là, quelqu'un aurait pu étudier pourquoi les régimes forts qui ont pu quand même amorcer quelques développements pour l'Afrique que nous connaissons. Si vous allez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes infrastructures que Houphouët-Boigny a pratiquement mis, sauf récemment quand ils ont commencé par ajouter. C'est Kwame Nkrumah, son passage au pouvoir, qui aujourd'hui donne, si vous voyez les routes qu'il a construites depuis les années 50 quelques pendant les indépendances, c'est ça qui reste encore aujourd'hui. Donc, si on avait un système qui avait les laboratoires d'idées, on aurait pu étudier ces cas pour dire mais qu'est-ce qui convient à notre cas. Et selon les recherches qui seront élaborées, on aurait pu peut-être voir un modèle qui correspond à l'Afrique. Mais comme nous n'avons pas de repères, on est tiré de gauche et droite. Les Russes nous disent ceci, les Chinois nous disent cela, les Américains nous chantent ce qu'ils doivent chanter, les Européens, et on est confus au fait. Parce que nous-mêmes, on n'a pas d'identité, on n'a pas pu mettre une base, des structures de recherche qui puissent voir qu'est-ce qui fait que généralement les hommes forts qui arrivent à faire des changements dans nos pays, même Sankara, ils ont dû faire avec un système un peu à pas forcer pour que le Burkina prenne pas en 4 ans. Donc je pense qu'il faut des recherches. On ne peut rien peut-être fermer à ce stade, mais il faut des recherches pour voir qu'est-ce qu'il faut, quel modèle vraiment il faut pour l'Afrique. Ceux qui travaillent dans la zone exempte de véhicules dans la ville de Kigali se réjouissent des changements qui ont été apportés par cette zone, avec notamment de nouvelles opportunités dans le commerce. Le point avec Jean Damascène Manichimé. Lancé en août 2015, la zone sans voiture de Kigali interdit la circulation des véhicules afin de privilégier la marche et le vélo dans la ville. En 2021, la zone a été réimaginée et rebaptisée Imbuga City Walk, avec des améliorations, accessibles aux meilleures infrastructures et une meilleure qualité de la vie. Cette zone a été soigneusement conçue pour enrichir l'expérience piétonne. Parmi ses caractéristiques notables, on trouve de larges chemins piétonniers et des trottoirs adaptés aux cyclistes, des corridors verts paysagers, des bancs et éclairage public avec notamment la connexion gratuite à l'Internet qui fait la joie de ceux qui s'en servent régulièrement. Moi, je fais du commerce en ligne, notamment celui des compléments alimentaires si bénéfiques pour la santé. Cette connexion Internet m'aide au travail et je parviens à faire des économies puisqu'à ce moment-là, je n'achète pas d'Internet. Je fais bien mon travail à tout moment et au moindre coût.
Et comme je suis très actif sur les réseaux sociaux, avec cette connexion, je ne suis pas obligé d'acheter toujours de l'Internet. gukoresha social media biramfasha cyane bikanyorohereza no kubona nagura internet ya buri mwanya. La zone soutient les produits manufacturés au Rwanda, offrant une visibilité aux entrepreneurs locaux dans un espace sans voiture, centré sur l'humain, ce qui fait la fierté de ceux qui mènent leurs activités dans cet espace. Dukora ibijyanye n'ubugeni, ubukorikori by'umwihariko genda umwartiste ushushanya amatablo. Nakoreragaho bita mu Rugunga. Moi, je fais de l'art. Je suis artiste, dessinateur des tableaux variés. Avant, je travaillais depuis le quartier de Rugunga, près du cercle sportif de Kigali. Et j'ai résolu de venir ici au centre-ville, où il y a plus de clients. Dans cette zone, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens, surtout qu'elle est fréquentée par des étrangers. Il est facile de faire connaissance et d'avoir de nouveaux contacts et des clients qui peuvent être permanents. La sécurité ici est totale et rien d'étonnant comme notre pays est réputé pour sa sécurité. Avec notamment Visit Rwanda, le tourisme est valorisé et nos produits sont beaucoup achetés par les étrangers. Nous avons une clientèle assez élevée. Cette zone sans véhicule dit beaucoup dans ma vie. Depuis que je travaille ici, j'ai beaucoup évolué. Je me suis développé grâce au commerce dans cette zone. L'espace sans véhicule dans la ville de Kigali, c'est un corridor urbain sans voiture au cœur de la capitale, réaménagé pour la marche, les loisirs et l'interaction communautaire. Idéalement situé parmi des repères commerciaux, le rendant à la fois accessible et animé, l'espace est rempli d'équipements et d'attractions pour les familles, les touristes et la population locale en général. Conçu pour stimuler les entreprises locales, promouvoir la durabilité et transformer la vie urbaine, la zone met l'accent sur la mobilité piétonne, réduit la congestion et la pollution, améliorant ainsi le bien-être urbain. Le développement de ces zones s'inscrit dans la vision plus large des autorités de la ville de Kigali de créer davantage d'espaces publics orientés vers les piétons et de soutenir les infrastructures de transport écologique. Et tout cela dans une large vision du pays de développer une économie verte, rappelant d'autres politiques comme celle de l'augmentation des véhicules électriques, aussi bien dans la capitale qu'à l'intérieur du Rwanda. L'Organisation internationale de la francophonie, sous l'impulsion de sa secrétaire générale, Mme Louise Mushikiwabo, se déclare résolue à mettre les jeunes au cœur des priorités dans ses programmes allant jusqu'en 2027. Elle affirme que les jeunes ne sont pas seulement l'avenir, mais sont aussi le présent. Suivez. Depuis plus de 50 ans, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, met en œuvre des programmes de coopération. Son action est guidée par la conviction que le partage de la langue française peut être un puissant vecteur d'unité, d'opportunité et de dialogue entre les peuples. Depuis 2019, sous l'impulsion de Louise Mushikiwabo, 4e secrétaire générale de la francophonie, l'OIF s'est engagée dans une profonde transformation pour adapter son fonctionnement et ses programmes aux défis contemporains. Plus forte, plus pertinente et mieux structurée, l'OIF entend, avec la confiance renouvelée de ses 88 États et gouvernements, répondre aux préoccupations des millions de francophones à travers le monde, en ciblant prioritairement les jeunes et les femmes. En 2023, l'OIF propose une nouvelle programmation sur 4 ans, articulée autour de 20 nouveaux projets dans 3 domaines majeurs. L'éducation et la culture, la démocratie et la bonne gouvernance, et le développement durable. Ces projets structurants doteront l'OIF de nouveaux moyens d'action pour notamment valoriser la langue française et améliorer son enseignement, renforcer les systèmes éducatifs et améliorer la visibilité des contenus culturels francophones, promouvoir l'enregistrement des faits d'état civil, l'état de droit et la démocratie, lutter contre les désordres de l'information, soutenir la paix et la stabilité, accompagner les États vers la croissance économique et la résilience climatique,
et favoriser le numérique et le tourisme durable. Pour mener à bien ces missions, les 330 agents de l'OIF travaillent au plus près du terrain, de concert avec les autorités nationales et les acteurs de la Charte de la francophonie. Ils s'appuient également sur un large réseau d'experts représentatifs de la diversité de l'espace francophone, ainsi que des organisations de la société civile. Cette nouvelle programmation, la première portée par Louise Mushikiwabo, est dotée d'un budget en augmentation de 21%. Elle affiche clairement les ambitions de l'OIF de rapprocher les peuples et de contribuer à faire vivre en français l'aspiration à un monde plus solidaire, plus pacifique et plus respectueux des diversités. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, bon week-end.